Bien, bonsoir Hervé, bonsoir Grégory. Alors nous avons assisté donc à un spectacle qui interroge sur l'identité, sur les origines, sur les flux migratoires, sur la recherche de l'ancêtre commun. La première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce spectacle? C'est pas moi ça, Vers 25 ans, je me suis rendu compte que j'avais besoin de renouer avec des origines qui n'étaient pas belges. Moi, je suis né en Belgique et j'ai été élevé et j'ai grandi en Belgique. Et puis vers 25 ans, je me suis dit, tiens, mais pourquoi mon nom, il y a des consonances étranges. Et puis, on continuait à m'appeler toujours le Rital ou Macaroni, etc. Je me disais, ben oui, mais en fait, je ne connais rien de toute cette histoire-là. Et donc j'ai commencé une recherche, tout d'abord en interviewant, un peu comme vous faites là, mon père, ma mère, mes oncles et tantes. Et puis petit à petit, je me suis retrouvé dans les alentours des mines, des mines de charbon, endroit où les Italiens sont arrivés dans les années 50 en Belgique, à partir de 1946 pour être précis. Et ça a donné naissance à un spectacle où je raconte ces histoires de mineurs italiens qui sont arrivés en Belgique dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, dans un pays où il pleuvait, dans un pays où il neigeait, ou dans un pays où ils ne parlaient absolument pas la langue, et ils ont vécu ce que c'était que d'être migrants et pas forcément bien accueillis. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte, et Greg est venu à un des spectacles, et on s'est rendu compte que la chose restait cloisonnée dans une petite bulle sur l'immigration italienne et ne faisait pas écho à ce qu'est l'immigration d'aujourd'hui. Je pense qu'Hervé, il avait un message universel avec Cincali, le spectacle sur les Italiens immigrants. Il voulait parler aussi des émigrés en général. Et en fait, quand on discutait... Ce qu'on retrouve dans votre spectacle, finalement. Voilà, tout à fait. Ouais. Et quand on discutait après avec les anciens mineurs ou les enfants de mineurs, dès qu'on parle des migrants d'aujourd'hui, c'est « Oh non, 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 non. Ah, tu vas pas nous... » Non, c'est pas la même chose. Il y a le nous et le eux qui se créent, qui est la base de tout racisme, de tout ostracisme si on l'analyse. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit mais pourquoi c'est pas reçu, pourquoi on ne veut pas voir les similitudes. Et donc on s'est dit ok, on va aller au bout de cette question, tu viens d'où? Et on va se dire mais en fait on a beaucoup plus tôt qu'on ne le croit des ancêtres en commun avec ces gens-là. C'est ça. Voilà. Vous, je suppose c'est pareil. Ben, moi, j'ai pas la même histoire qu'Hervé, parce que moi, j'ai pas grandi à Bruxelles, contrairement à Hervé. J'ai vraiment grandi pas loin des mines. Ma famille est restée pas loin des mines de charbon qui étaient fermées. Et moi, on m'a toujours... il y avait tellement d'Italiens autour de moi, je me suis jamais senti étranger en tant qu'Italien. Parce que, on était vraiment en communauté, vraiment fermés sur nous-mêmes. Donc c'était très drôle quand ils disent... ouais, mais eux ils restent fermés sur eux-mêmes alors que c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il y a une espèce de schizophrénie, ils font exactement pareil, mais ils trouvent toujours moyen de dire que pour eux c'est pas pareil. C'est ça qui est très drôle. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire le spectacle avec Hervé. Ok. Est-ce que vous avez, enfin je suppose que vous avez obtenu quand même quelques refus lorsque vous êtes parti à la recherche effectivement des origines de toutes ces personnes que vous avez interrogées. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui... de l'ordre d'un refus, d'accepter finalement d'aller plus loin dans leur histoire, parce que souvent ça s'arrête on n'a pas eu un refus de parole, parce que c'est bien de ça qu'on parle, c'est une espèce de racisme normalisé, et donc c'est tout à fait logique de dire des choses qui sont des atrocités, donc on n'a pas eu de refus à ce niveau-là. C'était très douloureux pour nous d'entendre ça. Mais parce qu'ils assumaient vraiment leurs propos. Voilà. Oui. Par contre, on avait peut-être au début, et c'est peut-être une des choses que le spectacle, en tout cas on l'espère, a changé, on avait un refus de changer d'opinion de la part de ces gens-là. Des choses toutes faites, des étiquettes toutes faites, hein, comme tout drapeau, comme toute nationalité, comme toute frontière finalement, c'est une fermeture. Et après le but pendant l'interview, nous n'essayons pas d'avoir une discussion avec eux pour les convaincre, pour apporter des contre-arguments, mais vraiment juste de les écouter. Et le spectacle c'était plutôt la réponse, mais pendant les interviews, juste on leur posait des questions, on écoutait. C'est ça, on n'était pas en train de faire des interviews où on était fort actifs nous. On allait recueillir la parole. Donc on n'était pas dans un vrai dialogue où nous on donnait notre avis. On essayait plutôt vraiment de comprendre leur avis jusqu'au bout. Et puis sur base de tout ce qu'on a entendu, on a déjà sélectionné, coupé, arrangé, essayé de comprendre quelles étaient les similitudes, quels étaient les endroits où oui on était d'accord. Et puis
puis on a focalisé surtout sur les endroits où on n'était pas d'accord, pour les mettre en exergue et donner au plateau la mission de la contre-parole en fait. Et comme le début de la question c'était des refus, enfin je veux dire c'est vraiment notre famille très proche, donc c'est vraiment, enfin moi c'est vraiment ma famille très proche. En scène, il y a la Donc famille, ils vont pas refuser, ils étaient super contents de nous répondre. Hein. Ah, on va faire un spectacle. Ils avaient vu Chinkali, on va continuer le travail sur la recherche d'immigration, on va venir vous interviewer. Ah, c'est cool, quand tu veux, je vais faire de la pizza, viens. Donc ils étaient. C'est vrai que c'est un moment très drôle. Hein, oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas du tout de refus. Il n'y a pas de refus. Même ceux qu'on n'est pas allés voir étaient un peu jaloux. Oui, c'est vrai, oui. Oui, je reviens sur le refus parce que, en fait, il peut y avoir dans le questionnement qui est porté sur l'origine, d'où vient-tu effectivement l'origine, il peut y avoir la perception d'une violence qui est intrinsèque effectivement à la demande effectivement de recueil de renseignements, entre guillemets. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les réponses sont assez catégoriques généralement. Même s'il y a une espèce de schizophrénie étrange dans le fait de dire ah ben moi je suis italien, hein, mais nous les Belges, ou moi je suis belge, ouais mais nous les Italiens. Enfin, il y avait une question que c'était tu te sens plus belge ou italien et c'était en général. C'était les deux. Bon écoute, moi je suis 100% italien, hein, mais bon toi en tant que belge il faut que je t'explique que tu vois. Alors ils viennent de dire Oui, c'est ça. Et tu vois et donc c'est con, c'est ça. Mais dans chaque tournure de phrase tu peux ressentir ça. Par contre effectivement cette douleur ressentie due au déracinement. Pour la surpasser, notre sensation c'était qu'effectivement on avait une opinion toute faite, bien arrêtée, bien tranchée, et pas trop ouverte à d'autres possibles qu'amène la science avec le test ADN qu'on a fait, avec le fait de se dire mais tu vois, en fait, si tu réfléchis plus loin, l'Italie elle a été fondée en 1861, et avant, on était où on entend parfois des gens qui nous disent, encore hier j'entends des gens qui disent moi je suis pure bruxelloise. Mais pure bruxelloise, ça ne veut rien dire. En 1830, la Belgique elle a été créée. 1830, c'est quoi? C'est 10 générations? C'est rien du tout. Donc, si tu remontes avant, ben voilà, t'es hollandais, t'es austro-hongrois, et puis alors ça commence. Et ça s'ouvre, et ça s'ouvre, et ça ne s'arrête pas de s'ouvrir si on remonte dans les générations. Nous, notre but, c'était de faire cette quête vers Luca, parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu vas vers lui, toutes les séparations, toutes les choses sur lesquelles on veut mettre des mots pour se diviser, disparaissent, n'existent plus. Parce qu'en biologie, il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous venez de parler de l'existence de Luca. C'est une fiction en fait, Luca. Une fiction dans quel sens? Ça n'existe pas. Si. Il n'y a pas de fossiles. On n'a pas trouvé de fossiles de Luca. Des fossiles de Luca? On ne trouve pas de fossiles d'une cellule. Hein. On parle d'une cellule, voilà. Effectivement. Mais ça a été recréé en laboratoire, certainement. Ah ça, je ne sais pas s'ils ont recréé Luca. Non, ils ne savent pas recréer la vie en laboratoire. Par contre, on arrive à Luca en remontant ce que la phylogénie... la phylogénétique. Mais en fait, la composition biologique, elle porte des empreintes de l'évolution. Et donc, en fait, le code ADN, c'est comme un grand... C'est comme je ne sais pas combien de petits Robert à la suite, c'est 3 milliards de caractères. Et en fait, tu retrouves des parties de certains animaux dans d'autres. Ça veut dire qu'avant ils avaient un ancêtre commun et tout ça. Et donc il y a une partie que tous les êtres vivants ont, et ça c'est ce qu'ils appellent Luca. Et c'est ce qui définit après de quoi il était composé et tout. Après il y a plusieurs scientifiques qui ont des théories différentes, comment il a fonctionné. Comment l'assemblage des briques, des éléments chimiques a eu lieu. Là il y a plusieurs théories effectivement. En fait Luca est venu normalement donc dans votre quête de renseignement. Ouais. C'était une suite logique. Nous, on s'est posé un peu la question de manière un peu rigolote et un peu absurde en se disant bon, on va répondre jusqu'au bout à cette question. Voilà. Donc d'abord, on a fait un test ADN et puis ça nous a amené il y a 60 000 ans. Puis on s'est dit on va aller plus loin. On va aller plus loin parce qu'il y a 60 000 ans, notre groupe génétique, il était là et avant. Et après tout le monde vient d'Afrique. Voilà, alors on se retrouve en Afrique avec les premiers hominidés, avec Lucie et autres. Et puis on se dit et avant. Et donc, on continue à se poser la question de avant, on s'est retrouvé singe, et puis on s'est retrouvé une espèce de batodon, et puis on s'est retrouvé une espèce de gros rat, et puis on s'est retrouvé, etc. Puis on s'est retrouvé dans l'eau, et voilà, jusqu'à Luca. Donc,
Nous, on voulait en finir une bonne fois pour toutes, donc on s'est dit, on va jusqu'au bout. Et aujourd'hui, la science, elle nous donne cette réponse-là. Pour le moment, c'est la réponse ultime. Et alors après, c'est peut-être un autre chapitre, mais il y a des gens qui diront, ouais, mais et Luca, il vient d'où? Et ces éléments chimiques pourquoi il sont s'est mis venus en d'où, vie, etc. C'est un débat dans lequel peut entrer la religion ou la spiritualité, etc. Ce qu'on n'a pas eu envie d'aborder dans ce spectacle. En fait, là, la question que je vais vous poser, c'est que vous donnez en fait les clés à un public qui doit, si ça en empare, lui permettre de décoloniser son imaginaire. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est bien dit parce que il y a un geste qu'on fait pendant le spectacle. À un moment, on va barrer nos noms de famille. Oui. Ça, c'est une manière de décoloniser, par exemple, pour moi, son imaginaire. Ça veut dire, depuis qu'on est petit, on a un nom d'une famille, c'est l'histoire de la famille et ça nous définit énormément. Absolument. Et par exemple, on fait ce geste. Je me souviens que quand mon père et le père Hervé aussi, quand ils ont vu le spectacle, mon père il m'a dit, mais tu barres ton nom, qu'est-ce que c'est que ça, je t'ai pas rien donné. Je dis, mais c'est pas une question de rien donner, c'est entre guillemets presque un acte politique, c'est de dire, même les noms de famille, on devrait pouvoir ne pas se diviser avec ça, entre guillemets. Voilà, c'est tout le temps de pousser plus loin le fait d'être ensemble. Mais même avec tout, donc c'est ça, oui, c'est vraiment décoloniser en fait la division sous toutes ses formes. Dans ce que vous dites, décoloniser son imaginaire, moi j'entends effectivement, c'est ce que tu dis aussi un peu, l'apprentissage. C'est arrêter de fantasmer quoi, sur un imaginaire justement qui nous envoie de partout. Oui, mais cet imaginaire, c'est un héritage. C'est que un colon va arriver dans une terre inconnue et la coloniser, c'est-à-dire il va apporter un savoir en disant voilà, c'est comme ça que ça marche. Ce qui est un peu ce qui se passe avec certaines croyances qui sont des espèces d'héritage, d'histoire familiale parfois, où on sait que tel oncle, moi par exemple je me souviens d'histoire d'un oncle Rocco en Calabre, je ne l'ai jamais connu, mon père ne l'a jamais connu, les gens qui m'ont raconté l'histoire n'ont jamais connu ce gars. Apparemment il avait un revolver sur lui tout le temps, c'était la terreur du village, des espèces de choses comme ça qui sont des histoires qui ont colonisé mon imaginaire d'une certaine manière. Et donc j'ai ces images via cette histoire-là, par exemple, ces images d'une Calabre dure, difficile, avec des dynamiques de village, avec des dynamiques de règlement de compte, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que moi je me suis imaginé comme enfant quand on m'a raconté cette histoire de Zio Rocco, vous voyez. Donc, à travers le nom et à travers l'ouverture à l'histoire, mais avec un H bien plus majuscule que celui qui est dans les livres d'histoire, vraiment l'histoire de la vie, de la manière la plus large possible, on essaie effectivement de décoloniser son imaginaire, en disant voilà, ouvrons vraiment le discours et disons-nous, ben ouais, on a effectivement un ancêtre en commun avec un brin d'herbe. Avec un poulpe. C'est ça, voilà. Oui. C'est marrant d'ailleurs parce que tout ça est dans votre spectacle, donc c'est à la fois, on est baladé dans quelque chose dont on est saisi parce qu'effectivement, imaginez qu'entre le poulpe et le tuyau là, qui fait bouche et anus en même temps, bon, effectivement, c'est plein de choses. Bon, mais 98% de l'ADN de ce tuyau dont vous parlez, il est à l'intérieur de nous. Oui. Parce qu'on a encore un tube digestif. Ça, voilà. Si lui l'avait pas fait, on serait bien embêté. Oui, peut-être pas vous parler là. Oui, occupé. Effectivement. Oui. Alors j'ai noté autre chose, donc ça sera ma dernière question. J'ai relevé que des chercheurs néerlandais, peut-être que vous êtes au courant d'ailleurs, ont reconstitué donc une hypothétique Luca en laboratoire. Ah oui, c'est ça que vous disiez. Oui, il n'y a pas longtemps. Oui. Ah oui, mais ça c'est Greg qui connaît tout ça. Mais sur ses vies, c'est moi. Oui, c'est lui. Voilà. Et donc ma question c'est, pensez-vous que cette découverte, puisqu'en fait ils ont découvert que la bactérie Escherichia coli, d'accord, est de nature à relancer un travail de création dans le sens du vécu de Luca? Est-ce que par exemple ça pourrait être une suite dès l'instant que cette bactérie qui finalement squatte les organismes de tous les êtres vivants, puisqu'elle se nourrit effectivement des déchets, donc on a ça dans les intestins, hein. Est-ce que ça peut être une suite logique à Luca? Mais en fait, Luca ne peut pas être... Enfin, si, en fait si. Donc il y a Luca. Et puis en fait,
les cellules qui sont venues de Luca, qui sont capables de pratiquer l'endosymbiose, ce sont pas des bactéries. Toutes les cellules qui ne sont pas capables d'intégrer les corps étrangers, Oui, bien sûr. pour mettre un ADN ensemble et pour faire, on va dire, s'enrichir ensemble de leur diversité, si ces deux cellules ne peuvent pas faire ça, ce sont des virus, ce sont des bactéries, ça veut dire qu'ils n'évoluent pas. Ça veut dire que c'est les enfants stériles de Luca. Voilà. Ils sont encore là, mais ils nous aident, ils nous tuent, mais voilà. Le fait qu'il y ait toute cette diversité qui nous émerveille vient de la capacité d'une cellule de pouvoir s'enrichir. Absolument. Et les mots sont choisis évidemment, parce que nous on fait un parallèle qui est fondamental pour nous, pour parler de migration. Donc ce qui a créé la vie, c'est la capacité d'intégrer des corps étrangers. Si on pense on parlait de frontières, si on pense à ce que l'Europe fait à ses frontières, pour essayer de repousser les corps étrangers. Et en plus, on n'a pas tout appuyé, parce que je veux dire, par exemple, quand deux cellules fusionnent, il y a des passeurs d'énergie qui prennent la membrane de l'autre, qui lui prennent, puis quand la cellule hôte a servi la cellule qui rentre, elle est obligée de fournir de l'énergie dans les bactéries, dans les mitochondries jusqu'à épuisement total, et seulement à partir de ce moment-là, elle pourra faire autre chose. Et donc si vous entendez ça avec le regard sur l'actualité en termes de migration... Mais absolument, on sent bien qu'effectivement il y a un cheminement, voilà. il y a un parallélisme en quelque sorte, quoi. Il y a quelque chose effectivement de cette biologie-là qui laisse imaginer effectivement, ou qui laisse parcourir la pensée sur justement ces flux migratoires, la migration, l'identité, des choses comme ça, oui. Effectivement, la biologie nous donne effectivement des tas de pistes. Voilà. Dans ce sens-là, effectivement, votre spectacle est assez extraordinaire. Merci. Bien, Merci je vous remercie. beaucoup. Merci. C'est nous. Merci beaucoup. Pour votre intérêt. Voilà.